Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo sera consacrée à la dernière décennie que le prince Moulay Abbas avait vécu sous le règne de son père, le sultan Moulay Abderrahman. Devant la persistance des désordres provoqués par les tribus d'Oujda et les protestations incessantes du gouvernement français, le sultan Moulay Abderrahman a décidé d'y envoyer Moulay Abbas avec mission d'examiner les affaires dans la région et d'y établir l'ordre. Il lui a adjoint le caïd du Rif, Abdessadok. Les deux hommes sont arrivés à Oujda le 7 août 1851, escortés d'un contingent d'environ 1000 cavaliers. D'après sa correspondance avec le califat d'Oujda et quelques communications du consul français à Tanger, le général de MacMahon pensait que Moulay Abbas venait pour rencontrer les autorités françaises de la frontière, de façon à s'entendre sur les meilleurs moyens à mettre en place pour mettre fin aux difficultés. Il avait même cru bon de préciser à l'avance au prince et califat les principaux points qu'il comptait traiter lors de la conférence. Moulay Abbas adressa par le biais d'Abdessadok une lettre au général commandant la subdivision de Telmessan, précisant qu'il n'était pas question d'une entrevue. Mais MacMahon, qui était persuadé que cette entrevue devait avoir lieu, cherchait à démêler les causes de cette réserve. En fait, il suppose que le caïd du Rif, ayant à blâmer les tribus Angad et les tribus sahariennes de s'être approchés des Français, craignait de paraître à leurs yeux celui qui fait les premières démarches. Alors il a écrit une réponse qu'il apportait sans trop tarder à Oujda, qui obligeait en quelque sorte Moulay Abbas à lui faire réellement, s'il désirait, la proposition d'une éventuelle rencontre. Moulay Abbas n'a pas donné suite à cette correspondance. Cependant, les Bnidrar n'ont pas manqué à aller se plaindre au prince, accusant les Français d'avoir exécuté plusieurs razzias sur leurs douars afin de les détacher du Maroc. Les Bnidrar ont manifesté également leur désir d'engager la guerre sainte contre les Français. Et ils ont ajouté que des contingents des Gallaya, des Beni Bouyahia et d'autres fractions du Melouia étaient prêts à faire de même. Cependant, des émissaires du général de MacMahon ont rapporté que Abdessadok avait avec lui des cavaliers dans l'enceinte de la ville d'Oujda et aux environs de Koudiet Abderrahman, que les Gelaya et les Kebdana sont rassemblés dans la montagne des Bniznassen, et tous étaient prêts pour marcher au premier signal. Par conséquent, le général de MacMahon a organisé une surveillance active aux frontières. Le général français semblait enthousiaste à l'idée de s'entretenir avec le prince Moulay Abbas, mais souhaitait, si cela se faisait, que l'entrevue se passe hors territoire marocain, sous escorte très réduite de part et d'autre. En revanche, le gouverneur général de l'Algérie n'était pas très partisan de cette conférence, qu'il jugeait très dangereuse et suicidaire, et qu'il ne l'autoriserait que si jamais elle se passait à Lamrnia, où les Français ne risquaient pas d'être débordés en cas d'affrontement avec les troupes marocaines. Mais rien de cela ne s'était passé, car Moulay Abbas avait ordonné aux Beniznassen rassemblés aux frontières de se disperser et regagner leur territoire. Le prince avait même remplacé les chefs les plus exaltés. Il a aussi proscrit au commandant de la colonne de Youn Sidi Mlouk, le caïd Legnaoui, de rétrograder vers l'ouest. Ensuite, le califat du sultan a réuni les Bnidrar et les Mzawir à Oujda. Il leur a reproché leur brigandage en territoire algérien et leur a fait savoir qu'il était venu non pas pour faire la guerre sainte, mais pour régler les différends entre les tribus. Moulay Abbas a montré beaucoup d'intelligence, de prudence et de vigueur dans cette affaire. Au commencement de septembre, Moulay Abbas a réuni les caïds des Angad et des Beniznassen et leur a ordonné de ne plus commettre d'agression contre les tribus algériennes. Le 16 septembre, le califat du sultan a quitté Oujda avec son escorte, chargeant Mohamed Ben Tahar du gouvernement de la province. Ainsi s'est terminée cette mission dont les débuts ont fait craindre un dénouement moins pacifique. Cependant, un certain malaise a subsisté après son départ. La politique du nouveau gouverneur n'a pas contribué à le dissiper, et le chef d'Ebn Znassen et le caïd d'Emzawir
ont réussi à arracher au sultan Moulay Abdelrahman la nomination d'un gouverneur de leur choix. Ainsi, Mohamed Ben Tahar a dû laisser le commandement à Mohamed Ben Abou. Pendant la période qui a suivi cette mission, le prince et désormais califat Moulay Abbas partageait sa vie entre ses devoirs de prince, l'enseignement, la lecture et la collection des livres. Son nouveau statut, en qualité de califat, pouvant mener des missions au nom du sultan, l'a accoutumé à la réserve, soit dans ses propos, soit dans ses démarches. Rappelons que dans les années 1850, un début de réflexion est entamé dans le milieu gouvernemental espagnol sur la nécessité de faire jouer à Ceuta et Melilla un rôle différent de celui qui leur a été voué jusqu'alors. Le temps était venu de les convertir en dépôt de commerce avec le Maroc. Dans les échanges extérieurs du Maroc, la prééminence est à la Grande-Bretagne, la France est au deuxième rang, l'Espagne est bien loin derrière, après le Portugal. Ces faiblesses étant, l'Espagne n'en pense pas moins disposer d'atouts que les autres nations européennes ne possèdent pas au Maroc, à savoir les présides de Ceuta et Melilla. En effet, le gouvernement espagnol pensait qu'une fois certains obstacles sont levés, ces deux présides pourraient se métamorphoser en entrepôt de commerce avec le Maroc et contrebalancer le monopole de Gibraltar dans le trafic avec les ports marocains, de permettre à l'influence espagnole de rayonner et de servir au moment venu de tête de pont à une éventuelle pénétration politique et territoriale. Pour ce faire, cette mutation doit passer par quelques préalables. Le premier concerne la superficie exiguë des présides de Melilla et Ceuta, qui rend ces citadelles difficiles à défendre et dénuées d'intérêt pour les péninsulaires qui souhaiteraient y habiter et commercer. Il s'agit dès lors d'obtenir leur extension territoriale que reconnaîtrait le Maroc. Le deuxième préalable réside dans le fait que les deux enclaves sont constamment harcelées par les populations voisines, par les Guelaya en ce qui concerne Melilla et les Anjra en ce qui concerne Ceuta. Donc il serait nécessaire de bâtir des fortifications tout autour afin de les préserver de toute menace extérieure. Encore faut-il qu'elles ne soient plus des enclaves ou des présides, mais de véritables dépôts de commerce. Afin de matérialiser ses ambitions, l'Espagne va s'essayer à la pression diplomatique sur le Maroc. Le sultan Moulay Abdelrahman, pour des raisons de santé et militaires, va faire des concessions à l'Espagne. Mais les exigences espagnoles, surtout territoriales, allaient crescendo. Mais comme la situation politique interne en Espagne était désastreuse, il fallait trouver une alternative pour détourner l'opinion publique espagnole et redorer le blason de la couronne. C'est ainsi que O'Donnell avait décidé de déclarer la guerre au Maroc. Entre-temps, l'état de santé du sultan Moulay Abdelrahman s'est empiré et il en a averti par courrier son frère Sidi Mohamed qui se trouvait alors à Marrakech. En apprenant la nouvelle, ce dernier a immédiatement pris la route pour Meknès, mais malheureusement à peine est-il arrivé à Qalat Sararna qu'un nouveau courrier de Moulay Abbas est arrivé lui annonçant le décès du souverain leur père. Un témoin oculaire ayant assisté au dernier moment de la vie du sultan Moulay Abdelrahman rapporte que lorsque le souverain se sentit à l'agonie, il fit signe à Moulay Abbas de s'approcher de lui, et puis il a dit à l'assistance qu'il bénissait tous ses enfants, et en particulier Moulay Abbas, et demanda aux témoins de la scène de faire part à son califat et successeur, le prince Sidi Mohamed, de prendre soin de son frère Moulay Abbas. Nous sommes donc arrivés au terme de cette première partie de la vie du prince Moulay Abbas. Et en attendant la deuxième partie, je vous dis au revoir et n'oubliez pas de liker.